Bonsoir. Bienvenue au Centre Tchèque. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Nous proposons un débat qui est consacré au monde des médias, qu'on a appelé Entre indifférence et idéalisation. Pourquoi le sujet des médias? Parce que c'est un sujet qui touche au quotidien, qui à la fois peut paraître même un peu banal. Sauf que lorsqu'on commence à l'analyser, en fait, on se rend compte que c'est assez complexe. On avait dit déjà dans l'annonce, la distance entre Prague et Paris n'est pas beaucoup plus grande que celle entre Paris et Nice, et pourtant, on entend beaucoup plus parler, bon, évidemment de Nice, mais d'autres pays qui sont plus lointains dans les médias français que de la République tchèque. Dans les médias tchèques, on entend parler un peu plus souvent, relativement, de la France, mais il s'agit souvent des articles qui sont autour des stéréotypes, le voyage, les grèves, problèmes avec les minorités ethniques, un peu. Et donc c'est pour ça que nous sommes posés la question, en fait, qu'est-ce qui fait que les images des deux pays dans les médias sont telles qu'ils sont, et déjà, qui sont-ils, et en fait, comment ça se crée, quelles sont un peu les évolutions des dernières années, quelles sont un peu les grandes tendances qui vont formater l'avenir. Pour cela, nous avons invité deux grands journalistes, c'est bien qu'on les remercie d'avoir accepté nos invitations. Je commence à ma droite par messieurs Fabrice Martin-Plichter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc connu comme correspondant du Monde en République tchèque, et on se voit ce que vous faites depuis 20 ans, mais ça fait 3 décennies, si je ne me trompe pas, que vous êtes à Prague. Presque. Vous avez commencé chez la radio, si je ne me trompe pas, et ensuite Alliance France Presse, voilà, et depuis quelques années vous avez une deuxième casquette qui est donc directeur des banques alimentaires, Fédération des banques alimentaires. Merci beaucoup d'être venu, bonsoir encore. À ma gauche, je vous présente Kateřina Koubová, qui est journaliste tchèque, formée en France, en partie, des études en journalisme en France. Tu as travaillé à Paris, chez Reuters, si je ne me trompe pas, et Pressora. Et en fait, après, tu as passé 11 ans, si je ne me trompe pas, chez Mladá Fronta Dnes. Le quotidien de référence principal, c'est un peu l'équivalent, ou en tout cas ça a été l'équivalent du Monde jusqu'à récemment, dans le paysage médiatique tchèque. Et notamment, donc, tu as passé une étape assez turbulente de la présidence de la République tchèque, où tu étais donc correspondante à Bruxelles, et tu écrivais aussi beaucoup sur la France et l'Europe occidentale. Bonsoir, merci d'être venu. Si je me permets de tutoyer Kateřina, c'est parce qu'en fait, lors de ce passage, j'étais jeune stagiaire à Mladá Fronta Dnes dans la section internationale, donc c'était un grand plaisir de pouvoir travailler à tes côtés. Avant de parler, de laisser parler nos invités, parce que c'est eux qui connaissent beaucoup mieux que nous tous la matière, j'avais préparé quand même quelques chiffres pour nous situer un peu dans les deux paysages, voir un peu comment les médias français informent sur la République tchèque et vice-versa les médias tchèques sur la France. D'abord, juste rapidement quelques chiffres. Voilà. Donc vous verrez que bon, ça c'est les 10 médias les plus diffusés en France. Vous avez le Figaro, Le Monde qui va juste derrière, un peu de médias sportifs, voilà, il y a un peu du tout. Concernant donc les sites d'information, ils sont assez fréquentés selon les chiffres d'information. Le Monde.fr, 60 millions visites en février 2015. Donc ça fait beaucoup, ça fait quasiment toute la France qui a visité les sites du Monde. Pour la République tchèque, alors on dit qu'il y a 40% des quotidiens vendus en Tchéquie qui sont un peu people ou tabloïd. Tout à la nuance près, lorsqu'on avait préparé ça avec mon collègue Marek, on s'est dit en fait ce genre de journalisme existe aussi en France, sauf que c'est beaucoup plus des hebdomadaires ou d'autres formats qui font que ça n'apparaît pas forcément parmi les quotidiens, mais les habitudes de consommation, on va dire, on les retrouve aussi en France.
les principaux serveurs d'information en République tchèque, avec notamment la grande dominance de Novinky, ce qui est une succursale du journal de gauche, on peut dire, Pravo, mais en fait il est très très fréquenté parce qu'il se trouve sur le moteur de recherche appelé après Seznam, qui est beaucoup plus fréquenté en République tchèque que Google. Donc ça c'est un avantage un peu caché. Et tout ça c'est juste pour poser vraiment quelques chiffres à la base. L'intéressant et l'important vient après. J'ai fait une petite comparaison, comment la presse, en presse écrite et en ligne, informe dans les deux pays, des pays respectifs. Vous voyez que dans les deux pays, en fait, les États-Unis intéressent, on ne peut pas dire intéressent, mais sont un peu le sujet principal. Mais derrière, en fait, la République tchèque elle apparaît très loin dans le nombre d'articles derrière d'autres pays. Évidemment derrière la Pologne qui est plus grand. De manière à première vue un peu étonnante, bien derrière le Portugal, 21 000 contre 7 000, donc ça fait 3 fois plus. N'empêche que bon, c'est un pays à taille égale, puissance économique égale, mais bon, avec des liens historiques avec la France qui sont peut-être un peu plus forts que la République tchèque. Voilà. De l'autre côté, on voit que la France elle retrouve à peu près sa place juste, pas très loin de l'Allemagne, du Royaume-Uni, un peu moins que la Slovaquie, ce qui est intéressant, mais bon, bien derrière la Russie et les États-Unis. Donc voilà. Si on va un peu dans le passé, donc la dernière fois que la Tchéquie était un peu sur la couverture de tous les médias français, enfin sur la une de tous les médias français, c'était, en tout cas, je crois, lors de la mort après la mort de Václav Havel, il y a 2 ans. Et pour les médias français, en fait, pour les médias tchèques, la France, c'était il y a quelques semaines, lors des attentats qui ont eu lieu à Paris. Voilà. Quand on fait une analyse un peu plus statistique des sujets dont parlent les médias, qui est-ce qui informe vraiment de la République tchèque dans les médias français, vous voyez une très forte dominance des sports. On a une catégorie qui s'appelle sport et loisirs, ensuite on a tennis, foot. Et ce n'est qu'en 4e position, très loin, les informations politiques intérieures. Ensuite, le handball est bien derrière, donc tout ce qui est art et spectacle, mais pas beaucoup plus que le basketball. Donc, voilà. Donc il semblerait que la Tchéquie est une vraie puissance des sports. On peut même dire, j'avais même fait une comparaison, parmi les 10 journalistes qui écrivent le plus sur la France, il y en a 8 qui sont rédacteurs sportifs, selon Factiva. On voit une forte dominance, pas très surprenante, parce qu'on retrouvera dans les classements pour la presse tchèque aussi de l'agence France Presse, donc des agences de presse. Une tendance qui est intéressante, qui est Ouest de France, qui est assez puissant. Voilà. L'équipe qui apparaît aussi. Voilà. De l'autre côté, dans la presse tchèque, lorsqu'on parle de la France, on voit un peu que les sujets sont souvent informations sociétaires, politiques, articles d'agence de presse, beaucoup d'informations politiques. Le point marquant, ou en tout cas celui qui m'a marqué le plus, c'était qu'en fait, en 2e place, on retrouve les commentaires et les opinions, ce qui est assez intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias tchèques qui ont un correspondant en France, à part la radio. Je pense que c'est tout, donc même pas l'agence de presse n'a son correspondant plus ici. De l'autre côté, c'est Hospodářské noviny, donc un quotidien qui est spécialisé économie politique, qui apparaît en premier lieu, et après c'est que des agences de presse, il paraît. Donc assez surprenant aussi, je pense. Voilà, et c'est tout. Et maintenant, donc on va pouvoir laisser parler ou réagir nos invités. Je vais commencer peut-être par une question qui est liée à ces graphiques. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous surprend, qui vous choque? Non, je crois que je suis venu pour rien. C'est tout dit. Non, on va faire un peu d'histoire, un peu de revenu. Il y a des choses encore à dire, bien sûr, pour commenter ces chiffres et élargir et donner un peu d'explication
pourquoi et du comment, peut-être juste à chaud sur quelques... pourquoi Ouest France? Ouest France, c'est le premier quotidien régional, c'est quasiment 1 million d'exemplaires, qui reprend beaucoup, c'est, disons, pour être positif, le meilleur quotidien régional de France, et qui est assez ouvert sur le monde, à la différence de tous les autres régionaux, et il reprend énormément les dépêches d'agence. C'est vrai que quand on suit Google News, il apparaît souvent quand on met comme filtre République tchèque, Prague, etc. Donc au moins les lecteurs de Bretagne et de Loire-Atlantique en connaissent un peu plus sur la République tchèque que nombre d'autres habitants d'autres régions. Sinon, sur le sport, je pense que cette constatation, on pourrait le faire sur un très grand nombre de pays. Donc, c'est pas seulement un privilège tchèque, c'est malheureusement le privilège de, par exemple, la plupart des pays africains aussi, où le foot africain est largement suivi aussi dans les médias. Donc, je peux peut-être reprendre un peu ce que je voulais vous dire, ce que j'ai un peu préparé sur cette évolution, comment l'intérêt pour la République tchèque dans les médias français a évolué un peu pendant ces 25 dernières années, c'est à peu près ma période d'activité. J'ai donc commencé en 89 déjà à la radio, en 90 à l'agence France Presse, et depuis 91 je suis le correspondant du Monde. Bon, je fais des choses en parallèle. Et donc j'ai un peu de recul et peut-être quelques données, sinon remarques générales. Dans les couvertures générales des événements ou des pays ou de régions du globe, on observe sinon un effet de mode. C'est souvent lié à des vagues historiques, d'événements historiques. Donc il est clair qu'aujourd'hui, en République tchèque, nous ne sommes plus dans une situation comme nous pouvions l'être au début des années 90, au tournant 89-90, où la République tchèque faisait régulièrement la une, ou s'il n'était pas en une, était en page 2 ou 3 du journal. Donc je vais parler essentiellement du Monde, mais on peut l'élargir à d'autres quotidiens, Libération, un peu moins pour le Figaro, mais Libération et Le Monde ont été les deux journaux qui ont, sur ces 25 dernières années, le plus couvert le plus souvent la République tchèque ou la Tchécoslovaquie, encore au tout début. C'est important de se rappeler que, en effet, dans le journalisme, il y a des vagues. Et le regard se tourne en fonction de la dimension historique des événements qui se déroulent. Donc il y a eu des périodes, les années 70 c'était le sud d'Europe, c'était l'Espagne, la Grèce et le Portugal qui se libéraient des dictatures d'extrême droite ou de régimes autoritaires militaires. Et après il y a eu une période où c'était l'Amérique latine qui était à la mode, où c'était elle qui dominait. Et les années 90, ça a été l'Europe centrale, au moins pour, disons, la petite première moitié des années 90, où la couverture était intense. Deuxième remarque générale, c'est lié à l'évolution globale de nos médias, surtout papier, qui ont quand même, sur toute cette période, beaucoup évolué. Il suffit de reprendre même à quoi ressemblaient ces journaux physiquement. La densité des articles, encore au début des années 90, les petits signes, il fallait vraiment une loupe presque pour lire Le Monde. Aujourd'hui, c'est un journal, somme toute, assez aéré, donc ce qui implique, et avec moins de pages, donc ce qui implique aussi des choix très difficiles, des arbitrages que doit faire la rédaction en chef pour aller à l'essentiel. Alors aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait dans les années 90, c'est quand même Internet, mais même un web d'un journal n'est pas extensif et c'est n'est pas non plus exhaustif. On ne peut pas tout mettre, sinon ça rendrait le site illisible pour ceux qui viennent visiter nos pages.
Donc il faut là aussi faire des choix. Et on doit prioriser ce qui fait sens pour pas assommer les lecteurs de quantité d'informations. Il y en a déjà beaucoup dans notre monde, dans notre espace autour de nous maintenant. Donc il faut faire des choix pour qu'ils s'orientent dans le monde dans lequel ils vivent. Donc il faut aller à l'essentiel. Et il faut bien reconnaître, aujourd'hui l'essentiel qui se passe ne se passe pas en Europe centrale, ne se passe plus tant non plus en Amérique latine, par exemple, pour faire des comparaisons. Les centres qui font aujourd'hui l'actualité sont déplacés, hein, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie, bon, l'Europe orientale avec l'Ukraine et la Russie. Donc c'est une situation générale. Ce qui fait que aussi, pour être concret et personnel un peu, ce n'est plus le même quantité de travail à fournir, ni le même nombre d'articles qui paraissent, ni le même type d'articles. Au début des années 90, on écrivait 3 papiers par semaine sans problème, mais souvent de taille réduite, très informatif, alors qu'aujourd'hui, pour qu'un papier passe dans le journal, dans le monde, il doit être très analytique. Mettre l'événement ou ce que l'on veut décrire en perspective. Donc c'est un autre style de travail qui demande un peu plus d'espace, mais donc obligatoirement n'est pas toujours lié à peut-être ce qu'on attendrait à Prague, voire publier dans le journal français sur ce qui se passe en République tchèque, mais qui répond à des impératifs après du journal ou de l'actualité ailleurs dans le monde, où il faut donner un ordre de priorité. Et puis, je vais être provocateur un peu, je veux dire que les Tchèques ne nous aident pas beaucoup à rendre la République tchèque attractive pour les rédactions en chef. Pourquoi? C'est un pays, somme toute, normalisé dans le bon sens du terme, pas celui des années 70, où tout se passe dans le calme, on n'aime pas trop faire des vagues. Il y avait un très bon commentaire d'ailleurs cette semaine sur Svobodné Forum, d'un des journalistes tchèques, pour rappeler ce caractère. Donc c'est en effet, quand il n'y a pas cette vague, les crises sont jamais à angle aigu, c'est toujours arrondi. Les rédacteurs en chef n'aiment pas ça. Ils aiment bien quand ça saigne, tout prix. Mais heureusement, quand les choses sont un peu plus tranchées, quand les débats sont sinon violents, mais au moins clairs et fermes. C'est toujours un peu mon débat avec mes collègues ou chefs de service. Mais qu'est-ce que ça va donner? Sur quoi le gouvernement va tomber? Non, je suis obligé de lui dire non, ça passera d'une manière ou d'une autre, on va trouver à s'arranger. Donc voilà, c'est pas toujours bon pour notre commerce. Et puis il faut bien se rendre en effet, comme je disais, la globalisation aussi intervient aussi dans notre monde, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence, sinon déloyale, mais au moins une véritable concurrence entre tous ces pays où il se passe des choses, souvent très intéressantes aussi, qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent à être aussi à la une du monde, donc c'est pas toujours évident. Alors, pour comparer peut-être un peu avec au moins notre région, l'Europe centrale, la place de la République tchèque, comme on a vu dans les chiffres, est très honorable. Un peu après la Pologne, justifie en effet par la taille, parfois par peut-être une plus grande vivacité du débat ou des propos d'un certain nombre d'hommes politiques ou de caractéristiques très particulières du Pologne, l'importance économique et stratégique, on le voit aujourd'hui dans la crise ukrainienne, des positions polonaises, donc ce qui justifie un peu une couverture un peu plus importante, même si par exemple Le Monde n'a pas de correspondant officiel sur place. Mais nous avons des Polonais à la rédaction, donc ça aide. Nous sommes devant la Hongrie, c'est un peu surprenant,
vu la quantité d'articles quand même qu'on écrit sur la Hongrie, mais je pense que c'est dû à l'absence de sport. Ils sont quand même moins bons, il faut le reconnaître. Donc, mais au niveau politique, je crois que le nombre d'articles sont sûrement presque supérieurs, surtout avec leur chef d'État, du moins au chef de gouvernement un peu particulier, ce que, heureusement, à Prague, nous n'avons pas, mais nous avons quelques personnalités qui donnent un peu de couleur de temps en temps. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là parfois, ça donne l'objet d'articles et d'intérêt, mais on ne peut pas revenir à chaque semaine après chaque lubie de l'ex ou de l'actuel président ou de propos parfois déplacés. Donc il faut faire des synthèses régulièrement sur des sujets qui importent. Et en effet, en même temps, parfois à Prague, on a tendance à estimer que l'image que peuvent véhiculer ces autorités politiques nuisent à la réputation du pays. Alors, on ne peut pas nier complètement que c'est le cas. Ça influence sur l'image. Mais heureusement, l'opinion internationale, les lecteurs ou l'opinion en France ou les lecteurs de nos journaux ne s'appuient pas que sur une personne pour se faire un jugement sur un pays. La République tchèque a vécu vraiment 10 années, ou presque un peu plus, 12 années de grâce, d'un état de grâce avec le président Havel, qui a été davantage populaire à l'étranger d'ailleurs que chez lui, au moins sur les dernières années, parce qu'il donnait sens aux événements qui étaient en train de se dérouler sous nos yeux, qu'on décrivait au fur et à mesure et qui avaient une dimension historique. Donc, ceux qui l'ont suivi, malheureusement, n'ont pas toujours des nuisances, au contraire, ils sont plutôt désorientés. Donc, là aussi, ça, quelque part, à défaut de vraiment nuire à une réputation, ça désoriente nos collègues et rédacteurs en chef, ceux qui à Paris feront là après les arbitrages, ceux que nous devons convaincre sur le fait que après la politique tchèque, surtout vers l'étranger, parce que c'est un domaine qui quand même intéresse et qui joue un rôle important dans le choix de nos éditeurs, c'est les positions tchèques vis-à-vis de l'Europe, dans l'Europe sur un certain nombre de sujets, sur des questions internationales, en passant, on a connu dans le passé le clash sur la question de la guerre d'Irak, plus récemment les positions assez difficilement lisibles pour un observateur extérieur sur l'Ukraine, puisque ça tirait un peu à U et à A, entre le château, le Palais Tchernin et l'Académie Straka. Donc tout cela, c'est justement notre boulot de journaliste, d'essayer d'expliquer quelles paroles pèsent réellement au niveau après, dans les engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires et alliés, que ce soit dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, mais en même temps de montrer les influences ou l'influence que peuvent avoir certaines prises de position de ces hautes autorités. C'est en particulier toujours une des questions que me posent même mes collègues ou chefs de service, etc. Pourquoi cet euroscepticisme en République tchèque pour un pays qui est placé au centre, qui a eu l'un des plus fervents défenseurs, Václav Havel, mais qui en plus a fait sa révolution sous le slogan du retour à l'Europe, a pu devenir si eurosceptique, même en comparaison avec d'autres pays d'Europe centrale. Donc ça c'est notre travail de l'expliquer. L'influence d'un président, même si on a l'impression que ses propos n'avaient pas toujours de poids et n'avaient pas en effet de conséquences concrètes, puisque la République tchèque a rejoint l'Union européenne, a participé à peu près tous les programmes, à peu près puisé
épuiser tous les fonds qui lui étaient distribués, participe, et même s'il renagle de temps en temps, mais participe à peu près tous les grands programmes et tous les projets européens. Donc ça c'était un des gros travaux à effectuer. Et c'est dans cette tendance que nous allons toujours expliquer le pourquoi on est arrivé là, les évolutions, pour que nos articles, qui maintenant dans le monde doivent être analytiques, hein, comme je le disais tout à l'heure, doivent permettre au lecteur, en un article presque, de s'orienter, savoir d'où il vient et vers où il va. Donc le pays sur lequel il est en train de lire un article, d'où il vient et où il va. Sur le sport tchèque, puisqu'on en parlait, c'est en effet le thème le plus fréquent, mais je vois aussi que dans la presse tchèque, le sport en général est suivi, sans parler des clubs de football par exemple où jouent des joueurs tchèques qui ont droit même à la une parfois, le journal télévisé. Donc c'est une manière d'approcher un pays pour beaucoup de lecteurs. Hein. Vous avez vu la presse sportive a un lectorat assez important. Je connais même beaucoup de gens qui ont commencé à lire Le Monde parce qu'il y avait enfin une rubrique sportive. Vous savez que c'est récent. Et sinon, beaucoup commençaient les journaux dits sérieux par la rubrique sportive avant de passer aux autres. Donc c'est un très bon moyen de se faire connaître, d'autant plus que la République tchèque pourrait être un petit pays à dimension mondiale, pays moyen en Europe, a quand même des résultats sportifs dans de très nombreuses compétitions au-dessus de la moyenne. Donc c'est un moyen de construire une image. Après, oui, il y a quelques symboles comme les voitures Škoda qui participent de cette image. C'est pas seulement la presse qui la construit, parce que finalement l'image d'un pays c'est entre la mosaïque et le kaléidoscope. Ça peut bouger, varier, parfois ça se trouble, mais ça se recompose, et puis ça évolue. Donc c'est en effet un des moyens de contrebalancer parfois quelques écarts de certains hommes politiques qui font que l'image du pays est troublée et patine certains problèmes, sinon intérieurs, puisque le pays se porte plutôt bien. C'est pour ça que c'est un pays qui se porte bien, c'est difficile à vendre dans la presse. Les journalistes aiment en général ce qui se porte mal. On en parle, c'est plus facile d'en parler. Mais non, il y a quand même, on peut raconter les succès, et ça c'était aussi la couverture économique a aussi son importance. C'était pas, malheureusement, dans les statistiques, on pouvait voir complètement leur apparition, parce que je pense que c'est dans les informations politiques et économiques. Donc là, il y avait un espace justement pour parler, pour raconter des success stories, pour le dire en français, parce qu'il y a de belles choses, de belles réalisations d'entrepreneurs en République tchèque. Donc ça, c'était des rubriques que j'ai particulièrement pratiquées et que j'ai aimé parce que c'était un sujet intéressant. On rencontre des gens passionnés qui sont remontés les manches un jour et qui ont lancé des choses et qui marchent. Pas seulement dans le pays, souvent à l'export. Donc ça, c'est aussi un moyen de montrer que le pays a de nombreuses facettes, que c'est un pays avec une tradition industrielle et d'ingénieurs et de gens inventifs et entrepreneurs, d'excellents sportifs, en culture
On a une assez bonne couverture aussi, puisqu'on a la chance d'avoir quand même un certain nombre d'écrivains qui s'exportent bien, de très bons musiciens, de compositeurs dans le passé, et d'orchestres ou d'ensembles de tailles diverses, ou de musiciens ou chanteurs d'opéra et autres de très grande qualité. Donc c'est un peu tous ces éléments qui contribuent à faire l'image du pays, et le journaliste que je suis est finalement un maillon de cette chaîne qui construit cette image. Merci beaucoup. Katko, quelles sont tes premières impressions en voyant les chiffres, et surtout qu'est-ce que c'est écrire comme journaliste tchèque sur la France, quelle image à la France dans les médias tchèques, parce que finalement quand on regarde, on voit pas trop de choses qu'au thème, c'est pas très clair si on veut dire. Je l'ai parlé avec les 2 derniers ambassadeurs français à Prague. Ils sont toujours très surpris par la couverture, par le nombre d'articles qui sont publiés dans la presse tchèque sur la France. Et donc moi, je fais aussi une statistique dans laquelle, dans l'année dernière, l'Allemagne est vainqueur, mais deuxième, c'est la France des pays européens, mentionnés dans les titres des articles. Donc même la Slovaquie, la Pologne, l'Autriche, donc les pays voisins, ne nous intéressent pas tellement comme la France. Je pense que c'est dû à la culture de la France et au tourisme. Donc on rêve de la France, mais c'est un rêve inaccessible. Donc c'est pourquoi on rêve de la France et on se moque d'elle un tout petit peu. Parce que des gens... donc c'est une théorie que j'ai inventée. Des gens visitent la France, ont déjà de l'argent de s'acheter quelque chose, mais ne comprennent absolument rien. Et donc c'est pourquoi tout le monde me dit, mais pourquoi les Français, ils sont tellement arrogants, ils ne veulent pas parler anglais. Donc il est très difficile de communiquer en France, tandis que dans d'autres pays, vous arrivez à se comprendre en anglais. Donc je trouve que la France, elle est des fois caricaturée dans les articles tchèques. Et je pense qu'il y a 3 raisons dans cela. Ce rêve inaccessible et aussi un caractère national tchèque. J'appelle ça un effet de l'adoucissant à la lavande. Dès que je suis en France, j'achète l'adoucissant qui se met dans la lessive à la lavande, car on ne le trouve pas en République tchèque. Et j'ai demandé à la société de production Henkel pourquoi on ne trouve pas ce genre de produit à la fleur. Et ils m'ont expliqué que ça ne se vend pas, qu'en République tchèque, ils ont du succès avec des produits qui se vendent en Allemagne et dans les pays de l'Europe du Nord. Donc la rose, l'orchidée, la lavande, ça se vend en Italie, en Slovaquie, en Hongrie, en France, pas chez nous. Et donc on parle souvent de la frontière entre les pays germaniques et les pays du Sud, les pays catholiques, les pays protestants, et je pense que cette frontière elle passe par la République tchèque. D'où il y a une certaine explication du caractère national. Et la troisième chose, c'est la langue. Donc la majorité des gens, ils suivent la France dans la presse anglo-saxonne. Déjà, c'est une explication d'un certain point de vue. Donc, nous, on a fondé des journalistes qui parlent français. On a fondé un club des journalistes francophones à Prague, déjà dans les années 90. Donc, je sais qu'au sein de presque chaque rédaction, il y a un journaliste francophone. Et on a les mêmes difficultés, car ils sont tous preneurs dès qu'on propose quelque chose de la France, des sujets français, politiques, culturels, aussi du sport. Mais on doit toujours persuader qu'il ne s'agisse pas d'une bêtise. C'est assez difficile d'expliquer, mais dès qu'il y a quelqu'un au sein du gouvernement qui veut proposer quelque chose à la française,
d'habitude ça passe pas. Comme les tickets, c'est pas ticket restaurant, mais ticket social pour aider aux chômeurs de travailler chez vous à la maison, d'être payé par des tickets. C'est vraiment, ça a été tellement critiqué que personne d'autre, je pense, du gouvernement ne soulèvera plus une idée française. Donc ça c'est récent, je pense que c'était l'année dernière. Aussi, au sein de chaque rédaction, il y a quelqu'un qui a une expérience avec la France parce que sa sœur s'est mariée avec un Français. Donc tous, ils connaissent des excès d'état social. L'état social, chez nous, c'est un grand mot. Après l'histoire qu'on a vécue, on se méfie d'être un tout petit peu, je pense. Et donc, on a l'impression que malgré toutes les révolutions que la France a passées, l'État reste toujours un impère. Oui, on considère les Français surtout comme des socialistes, même s'il y a Sarkozy au gouvernement. Donc il est pour moi toujours très difficile d'expliquer que c'est maintenant le gouvernement de la droite. Et on a toujours des stéréotypes qui sortent comme des mange-grenouilles. Des grévistes, surtout des grévistes. Je suis désolée, mais ça se répète tout le temps. Vous en avez marre tellement, nous aussi. Mais ça gâche l'image des Français. Mais à la fin, je pense qu'ils se laissent persuader et ils aiment bien des petites histoires sur la France. Et on essaie avec mes collègues vraiment de ne pas caricaturer et de donner une image qui élargit l'objectif des Tchèques. Tu as aussi fait la couverture de la présidence tchèque de l'Union européenne, qui en République tchèque s'était perçue, la France était perçue comme quelqu'un qui ne souhaite pas que les Tchèques réussissent la présidence. Qu'est-ce qui te marque de cette époque? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que, à travers tes rencontres avec des journalistes français, tu le ressentais aussi comme ça, ou avec les hommes politiques français? Je cherchais souvent la source de ce mépris. C'est assez vrai que c'était une période assez difficile parce qu'on avait la présidence pour la première fois, donc c'est un baccalauréat de gouvernement tchèque de présider l'Union européenne. Et la France, elle voulait nous aider, mais on ne voulait pas être aidé parce que la France a tellement aidé à la Slovénie et ils pensaient que ça va se passer facilement avec nous également. Mais je sais qu'au ministère des Affaires étrangères à Prague, il y avait des gens qui étaient même peut-être très anglo-saxons. Ils ne voulaient pas suivre le pas des Français. Et donc ils étaient très négatifs et ils ont influencé quelques journalistes. Donc déjà les articles qui sortaient étaient assez négatifs contre la France, que la France veut vraiment prendre la présidence tchèque également, prolonger sa présidence. De l'autre côté, Jean Quatremer, vous le connaissez, il est bien, c'est un ami, mais il a essayé vraiment de gâcher tout ce qu'il pouvait. Il a cherché tous les petits détails pour montrer que les Tchèques ne sont pas capables de mener la présidence. Il y avait même un petit concours sur le site internet pour les enfants. Et lui, avec un ami, il a entré tellement de fois qu'il a fait tomber. Et il a dit, vous n'êtes même pas capable de faire un jeu sur Internet, vous voulez faire la présidence. Je demandais pourquoi il ne reste pas loin, pourquoi il ne décrit pas seulement de loin, pourquoi il se mêle dedans, parce que c'est pas du tout le genre de journalisme qu'on fait chez nous. Et il a dit qu'un journaliste doit prendre part, parce que si on reste indépendant, c'est vraiment juste une invention anglaise, ça n'existe pas. Donc je sais qu'il y avait des forces des deux côtés qui étaient qui parlaient donc contre la présidence. Mais avec l'arrivée de gouvernements suivants, et surtout avec M. Schwarzenberg,
des Affaires se sont arrangées. On est allé visiter le ministère de Bernard Kouchner. Et lui et Schwarzenberg, ils ont vraiment signé un contrat de paix. Donc tout est bien fini, je pense. Est-ce que ça vous surprend ou comment est-ce que vous viviez la présidence tchèque à l'époque? C'est vrai que finalement on l'a fait tomber nous-mêmes. Donc c'est comme si la prophétie des journalistes français ou de la France était avérée comme vraie. J'ai suivi cette période, d'abord la française, tous les préparatifs, les tentatives en effet de l'administration française de offrir ses services, et les refus, les rejets, et le début de la campagne contre justement cette France qui aurait voulu finalement garder la présidence européenne pour un an au lieu de 6 mois, en couvrant celle des Tchèques. Je ne suis pas partisan de la ligne de Quatremer sur cette manière d'agir. Non, on peut chercher ce qui ne va pas, c'est notre travail d'investigation, mais on ne va pas provoquer des choses qui ne fonctionneraient pas. Donc, non, j'attendais avec impatience. Moi, je pensais que ça se passerait mieux. Je ne m'attendais pas quand même que ça tombe. Que le gouvernement tombe juste en plein milieu, c'est un faux pas, c'est une erreur politique. Les partenaires européens n'en tiennent pas finalement rigueur. C'est déjà passé, c'est déjà arrivé ailleurs. Chaque pays connaît sa crise ou ses crises. Les Tchèques l'ont justement vécu pendant leur présidence, mais fondamentalement, si ça fait un peu désordre, la présidence en elle-même n'a pas été affectée dans le sens où l'essentiel s'est tenu comme était prévu. La plupart des dossiers a été traité. Il n'y avait heureusement aucun très gros dossier à conclure pendant la présidence tchèque, donc où là il y aurait eu des véritables décisions politiques à prendre et sans gouvernement dignement élu, ça aurait été difficile. Donc ça n'a pas porté trop atteinte. Bien sûr, c'est un chkalabanès, comme on pourrait dire maintenant, une petite cicatrice quand même sur la République tchèque qui traîne, mais ça se produit une fois, ça va, les gens environ, il ne faudra pas une deuxième. On est dans la période, vous en avez parlé tous les deux, de la transformation numérique de la presse écrite qui est en crise, en recherche aussi d'un nouveau modèle économique. Est-ce que cette dominance ou cet avènement des médias en ligne, est-ce que ça influence la manière dont on écrit sur l'étranger, en l'occurrence en République tchèque de la France, en France de la République tchèque? Ah oui, complètement. Même sur Internet, maintenant, on ne passe pas des petits articles, on fait même des grands reportages, mais on utilise surtout des blogs, des blogueurs, parce qu'avec la crise des médias, on n'a plus d'argent d'avoir des reporters sur place. Et donc souvent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on se connecte avec des gens qu'on trouve sur les réseaux et qui ont un certain historique. Donc je pense que la source s'est élargie. Si je dois parler seulement de la couverture de l'étranger. Alors, pour le monde, oui, bien sûr, ça a apporté des changements, mais je ne serais pas aussi catégorique. Dans le monde conserve le deuxième réseau le plus important de correspondants à l'étranger après l'agence France Presse. Ça a des avantages et des inconvénients d'abord. Ça coûte un peu cher, donc on a un peu réduit la rémunération de tous ces correspondants. Donc les correspondants n'écrivent plus autant qu'ils pouvaient écrire dans le passé. Donc se rabattent en partie sur l'hébergement de blogs sur le site du Monde ou ailleurs, c'est selon des accords, ou
nouveau, malheureusement, certains pays sont beaucoup moins couverts qu'ils n'étaient dans le passé. Le site du Monde, le travail en fait au journal, où les deux rédactions sont imbriquées, mais pas totalement. Les processus de décision sont toujours d'arbitrage entre ce que l'on mettra dans le journal, ce que l'on laissera sur le web ou public ouvert et le web payant pour les abonnés. Tout ça est encore un peu lourd à gérer, n'est pas toujours clair, n'est pas évident. Et ce n'est pas dans la taille de l'article, même s'il y a une tendance quand même sur le web à ne pas dépasser un certain nombre de formats dans les articles, même s'ils sont reportages, parce qu'on sait, surtout pour la partie ouverte, la partie publique, que les lecteurs, ceux qui visitent notre web, changent très vite de page. Ils lisent rarement les articles jusqu'au bout, tout ça on peut le suivre. Donc on garde les parties, les longs articles, les reportages, les grandes analyses, etc. Pour la partie payante, où là il y a un peu plus de fidélité, où les gens ont tendance à aller un peu plus loin dans l'article. Ce qui veut pas dire qu'ils vont toujours jusqu'au bout. Et une autre tendance qu'on observe, c'est, enfin, vous tenez vous-même un blog sur l'actualité tchèque. Vous citez beaucoup. Est-ce que ça donne un peu plus de public peut-être à des nouveaux thèmes qui normalement font le papier, il a une capacité limitée, qui s'est encore aéré ces dernières années. Est-ce que ce type de journalisme Twitter ou blog, est-ce que ça permet d'ouvrir sur des nouveaux thèmes au sein d'un pays, de produire peut-être un peu plus ou un peu plus souvent, et éventuellement ce lecteur qui choisit, parce que voilà. Oui, bon, moi j'ai créé il y a quelques années, il y a un moment, un fil Twitter, oui, que j'ai appelé Prague Online. C'est pour parfois traiter intensément des événements de l'actualité. Parfois c'est un peu lent, il y a un tweet par jour. Ça dépend un peu de ce qui se passe, de mon humeur, de ma disponibilité. Et puis, donc ça permet d'ouvrir parfois sur d'autres choses, de parler d'autres sujets qu'on n'aborderait jamais dans un papier, parce qu'on sait que le journal ne le prendrait jamais. Donc ça permet, ou après de renvoyer sur d'autres articles de collègues qui sont pertinents, que l'on trouve pertinents et instructifs. Et puis, pour un blog, bon, j'en ai ouvert un, je ne l'ai pas encore trop développé. Parce que faire un blog, ça prend du temps, et quand c'est pas payé, c'est pas très drôle. Donc faut le faire avec envie. De temps en temps, j'allais le montrer. Là, je vais peut-être, plutôt peut-être avec un peu de décalage, j'aurais peut-être, là ce week-end, j'aurai un peu de temps, peut-être réfléchir, ce que je n'ai pas pu faire dans le monde, sur ce qui vient de se passer avec les convois de l'OTAN en République tchèque, tous les débats et finalement le retournement, alors qu'on annonçait le pire la semaine dernière et ça s'est transformé en véritable fête. Donc c'est ce genre de réflexion que peut en effet mener sur un blog. Malheureusement, il y a quelques années, ça serait sûrement bien passé dans le journal. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile quand on assassine 72 étudiants au Kenya, etc. Et aussi une autre tendance qu'on observe, notamment en République tchèque, le paysage médiatique s'est énormément recomposé ces 2 dernières années, suite à des rachats et des baisses de vente. Quand je vois les chiffres de Mladá Frontanes, 150 000 exemplaires contre 300 000 en 2008-2009 lorsque j'étais là, donc c'est moins de 50%, ça fait beaucoup. Mais il y a une émergence énorme de beaucoup de magazines. Une partie de l'ancienne rédaction de Mladá Frontanes a fondé un nouveau magazine qui s'appelle Reporter. Respect a annoncé récemment qu'il supprimerait une partie d'une rubrique culturelle pour pouvoir plus envoyer des rédacteurs à l'étranger, pour qu'ils écrivent plus à l'étranger. Est-ce que ce foisonnement ou cette
émergence des magazines, cette préférence pour les magazines, est-ce que ça aura un impact pour l'espace et l'intérêt qui est donné à l'étranger, et encore une fois, particulièrement à la France, mais pas que? Déjà, ce qui se passe, ça rappelle des années 30, malheureusement. Des années 30, quand il y avait une fragmentation de la société. Donc, des médias sont, on dit fragmentés. Et comme au début, ils commencent à être liés à des partis politiques. C'est aussi dû au rachat de M. Babiš, qui est un oligarche, un entrepreneur et politicien en même temps. Donc, de ce côté, même si vous écrivez, beaucoup de mes collègues à Nada Fontanes ou à Lido Benveni écrivent ce qu'ils écrivaient avant, maintenant c'est vu d'une autre optique. On cherche parmi les lignes ce qu'ils n'y mettent pas. Donc, déjà, c'est vu de l'autre côté, différemment, d'où les gens n'ont plus de confiance. C'est pourquoi ils achètent moins. Ils ont aussi moins de temps de lire. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Et on a récemment, dans l'année dernière, il y avait beaucoup de nouveaux sites médias ou bien un mensuel qui s'est créé également, un hebdomadaire Echo 24, qui est fait d'une équipe de Lido Benveni, reporter, une équipe de notre Nada Fontanes. Et surtout arriver avec de nouveaux médias internet qui sont pro-russes. Et donc la réponse de l'autre côté, c'est aussi des médias qui réagissent à ça. Donc le paysage médiatique devient politisé, fragmenté et extrémiste aussi un peu. Donc il y a des articles qui ne sortaient pas avant, qui sont un peu hystériques, ou bien on cherche l'hystérie dedans. Mon grand-père, qui avait 90 ans, qui est mort l'année dernière, donc il m'en a parlé, comment ça a été dans les années 30. Et on a vu que cette atmosphère s'est créée surtout pendant l'élection directe du président tchèque, qui a divisé la société en deux, et cette division, elle continue avec l'aide du président, malheureusement. Pour la couverture de ce qui se passe à l'étranger, c'est aussi la réponse que j'ai donnée, parce que donc on a des choses qui se passent chez nous, et on commence à se fermer, à se renfermer sur nos problèmes. Donc il n'y a pas autant de reportages. Une seule exception, c'est donc le mensuel Reporter, qui se concentre sur des reportages et sur l'ouverture, sur des passants des frontières. Merci. Est-ce que en pays, donc on a parlé d'une image qui, de deux côtés, il peut être perçu comme parfait ou pas complet. Est-ce que le pays ou les autorités publiques, on est en France, je pose la question comme ça, mais est-ce que le pays devrait faire quelque chose pour améliorer l'image du pays dans les médias étrangers? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Et qu'est-ce que ça serait? Je bois une français, je ne suis pas favorable à l'intervention de l'État dans tout. Donc, non, je ne suis pas favorable. Moi, je me rappelle de tous les efforts des autorités slovaques dans les années 90, justement, de changer de cette manière en intervenant, en mobilisant les journalistes, donc en les invitant, en leur expliquant, etc., qu'il n'était pas si mauvais que ça, et que c'était pas si nationaliste, c'était pas si socialiste, etc. C'est souvent couronné des faux d'effet. Donc la seule chose qui fonctionne, c'est les invitations pour faire du tourisme,
en fait, pour accompagner les journalistes, montrer des choses particulières ou d'organiser des voyages de presse sur des thèmes très concrets, mais plus techniques ou économiques, visiter des industries, ça s'est pratiqué, hein, j'ai déjà participé par exemple autour de l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile. Donc là ça a un impact, ça permet un peu de parler d'autre chose, de montrer les réussites, les projets, ça permet d'attirer des investisseurs. Quand les articles paraissent, au moins de tourner pendant quelques jours le zoom sur des réalisations dans le pays. Mais de vouloir changer l'image du pays liée à des décisions, à des choix politiques, à des discours politiques, en forçant la main des journalistes et en les invitant, en leur payant à manger et l'hôtel, et en les promenant et en faisant rencontrer toutes sortes de personnalités, ça somme toute peu d'effet. Mais ça, c'était à visée économique. Non, je parlais en Slovaquie, c'était vraiment politique. Après, les scènes économiques, non, ça a du sens, parce que ça permet pour un reporter économique d'aller, c'est un peu organisé, mais au moins il a tous les bons correspondants en face de lui au bon moment, et il fait donc il peut faire une belle synthèse sur une spécialité comme l'aéronautique, ou l'automobile, ou la chimie, et tout ce qu'on veut. Du coup, nous, lecteurs français, je veux dire, on peut être intéressés par autre chose que, bon, certes, Skoda, bravo, mais moi, ça ne m'intéresse pas, Skoda. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement avoir plus d'informations sur la culture tchèque, des choses comme ça, quoi. Quelque chose qui soit plus... qui ait un apport de plaisir pour moi que sur le plan économique ou capitaliste. Tout à fait. Alors, mais je partage. Moi aussi, j'aimerais pouvoir écrire davantage sur ces sujets, parce que ça me plaît plus que l'économie d'ailleurs. Mais malheureusement, les pages culturelles en général sont un peu moins nombreuses que les pages économiques dans nos quotidiens. Et la France, ayant une vie culturelle assez riche, et puis il y en a partout ailleurs aussi, donc c'est très difficile de placer des choses. Alors on arrive quand même, souvent en plus par mes collègues sur Paris, quand des grands ensembles ou des grandes manifestations autour d'artistes tchèques qui se produisent en France, là on arrive à donner un peu d'écho. Et c'est vrai que je pense que par rapport à la qualité de ce que l'on peut trouver dans la culture tchèque, en général, on fait malheureusement peu dans la presse en général en France pour s'ouvrir et pour en parler. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est plus à nos chefs qu'il faut en parler. Alors écrire. Est-ce que tu as aussi été invité à des voyages en France pour découvrir le pays? Je me rappelle que quelqu'un me disait qu'en fait, soit au changement d'ambassadeur ou soit au changement d'attaché de presse à l'ambassade française à Prague, il avait pour consigne effectivement d'améliorer un peu l'image médiatique de la France en République tchèque. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit ça. Donc, lorsque tu écrivais plus sur la France, est-ce que tu voyais vraiment un effort de la France aussi de s'ouvrir aux journalistes tchèques et de rattraper un peu ce qui a plus mal se passer par le passé? Oui, j'ai été à quelques voyages de presse organisés ici par Françoise France et Club Europe, qui étaient soutenus par le ministère des Affaires étrangères français, mais qui étaient pour tous les journalistes européens. Au niveau de l'ambassade, non. mais oui, ils font des petits déjeuners, ils expliquent la politique française. On se voit souvent avec monsieur l'ambassadeur ou bien avec sa porte-parole. Mais ces voyages de presse sont très intéressants parce qu'on peut voir même les politiciens, des gens qui sont d'importance et aussi des économistes, des entrepreneurs, ça dépend. Mais j'étais aussi aux Pays-Bas, j'étais dans d'autres pays
Ça, c'est vraiment toujours très utile pour un journaliste d'aller à un voyage de presse parce qu'on a 5-6 rendez-vous par jour, donc vous avez des sources à la première main. Et le travail justement, les petits déjeuners, etc., c'est plutôt informel pour que quand il y a un sujet sur la France, tu saches sur quoi écrire ou... C'est formel et informel. Donc on parle des sujets d'actualité. C'est les deux alors. Mais on parle vraiment des choses qui se passent en France. On parle de la politique gouvernementale, du budget français, etc. Et ça donne à des articles qui justement permettraient de... C'est-à-dire si tu écris un article derrière qui est négatif, tu te fais encore inviter une fois d'après. J'ai écrit pas mal d'articles négatifs, je suis toujours invitée. Donc ils sont peut-être très gentils avec moi. Mais non, si on se voit avec l'ambassadeur et avec ses aides, ils nous disent qui est-ce qui va venir des Français à Prague ou en République tchèque, donc on trouve le moyen comment se préparer pour ce genre des invités. On va peut-être laisser la parole à notre gentil public. Qui est-ce que vous posez la question éventuellement si vous en avez une? C'est le moment. Qui est-ce qui va être premier? Ah, on est en premier. Pour une fois, on est en premier. Non, mais pour le micro. C'est... Donc, comme c'est très intéressant, vu la variété des centres culturels à Paris, de la diversité, c'était tout bon, madame. Est-ce que vous voyez des différences dans les voyages de presse, suivant les pays où vous êtes, de manière de présenter, etc. Ou c'est très stéréotypé? C'est toujours différent. Mais si j'étais en Grande-Bretagne, c'était par exemple pour la centrale nucléaire, donc il y avait un sujet. Je ne peux pas comparer. J'étais aux Pays-Bas 3 fois, et il y avait toujours un sujet comme l'écologie par exemple. Et en France, c'était la politique et l'économie, donc des invités étaient différents, des gens qu'on a visités étaient différents, mais d'habitude, vous sentez l'esprit du pays, donc même la façon dont le voyage est organisé reflète le pays. Comme... Vous avez quelques exemples? Aux Pays-Bas, par exemple, vous pouvez parler directement à chacun et ils ne prennent pas quatre chemins, ils n'ont pas langue de bois, même si c'est un maire ou bien un politicien, ils sont très directs. Et dès que vous parlez de la corruption, vous essayez un peu de demander comment ils font face. Ils ne savent presque pas ce que c'est. Et ils sont tellement naturels que vous le croyez. Par exemple, en France, ils savent ce que c'est. On a été aussi en Hongrie, c'était un voyage organisé pour la présidence hongroise de l'Union européenne. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on a visité même les politiciens pendant le début du gouvernement Orbán. Et aussi, on a parlé avec le président du pays qui nous a parlé des droits de l'homme, que certaines personnes ont le droit plus grand que les autres. Donc, les droits diffèrent selon si vous avez des enfants et la famille. Et on a pu quand même mener un dialogue avec lui. C'était très ouvert quand même. Et ce voyage de presse, je pense, a changé même ensuite la couverture de l'Hongrie. Parce qu'avant, le gouvernement Orbán ne parlait pas à la presse. Et après ce voyage, on voyait des choses plus claires. Donc c'est très utile comme outil. Comment est-ce que performe
la République tchèque, si on peut dire comme ça, dans ces voyages de presse par rapport à d'autres pays de la région, si vous voulez participer, ou d'autres pays de cours? Non, moi étant sur place, je ne suis pas invité. On m'oublie, sauf quelques voyages vraiment thématiques, soit caractère touristique ou économique, comme je parlais. Non, mon grand repère, c'était la Slovaquie des 90, mais là, c'était vraiment organisé par le Premier ministre ou ses services, avec une véritable volonté de convaincre qu'il n'était pas le méchant loup que tout le monde décrivait. Donc, en effet, des voyages de presse bien organisés, ouverts, où on peut rencontrer à peu près des gens très différents, de toutes les couleurs, politiques, expériences, c'est un moyen très pratique de se plonger rapidement dans un pays pour pouvoir produire ensuite des articles. Mais j'ai jamais eu à participer en République tchèque même à un voyage de presse, donc je ne sais même pas comment ils l'organisent. Je peux ajouter quelque chose, mais c'est justement... Excusez-moi, parce que bon, moi je préside le club Grande Europe, donc qui est un club de presse. Mais justement parce que, bon, Katarzyna, en Pays-Bas, je ne sais pas si c'était un club de presse qui t'invitait ou si c'était le gouvernement. Bon, en France, quand on t'invite, c'est pas le gouvernement qui invite, je tiens à préciser, parce que si le gouvernement soutient, c'est quand même minimal. faut voir, c'est beaucoup d'huile de coude et c'est un bénévolat qui est assez... Donc on le fait de manière journalistique, alors c'est pour ça on fait toute la palette, vraiment, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas la même façon de présenter qu'un gouvernement. Donc effectivement on va voir la palette des ministres, experts, économistes, tu as toute cette palette que nous faisons, droite-gauche, enfin tout y passe, politique, économie, socialement, on fait ça. Mais en République tchèque, on l'a fait une fois, mais je dois dire que pas facile la République tchèque. Comme vous disiez de façon humoristique, les Tchèques n'aident pas à se faire connaître, mais je dois dire que ça a été difficile à convaincre l'ambassade, parce que nous on fait, notre moyen de financement c'est plusieurs, hein, c'est l'indépendance comme on dit n'existe pas, il faut l'aménager un petit peu, et donc avoir plusieurs financeurs, plusieurs des journalistes participent aussi à nos voyages, c'est jamais gratuit, hein, voilà. Donc ce qui fait que que le journaliste est encore plus libre d'écrire en fait. Voilà. Mais et je dois dire à République tchèque, ça a été difficile, on est arrivé quand même au bout d'un moment, parce que pour eux, c'était toujours, Prague était jolie, donc on n'avait pas besoin de connaître comment ça fonctionnait. Donc moi je dois dire que ça fait 15 ans que je navigue dans tous les pays d'Europe centrale, orientale, Pays-Bas. Et je dois dire que la République tchèque, c'est presque un pays que je connais le moins, en fait, de tous, parce que il y a cette vision aussi à l'ambassade, souvent, qui était on connaît Prague, donc on n'a pas besoin de faire connaître autre chose. Et or, nous, on a besoin, quand on organise nos voyages de presse, on a besoin du soutien de l'ambassade et donc du ministère des Affaires étrangères. C'est une sorte de partenariat que l'on recherche. Alors, on a réussi une fois à le faire. Et ça a été, je sais pas, voilà, en 15 ans, on l'a fait une fois en République tchèque. Voilà. Bon, c'était la précision que je voulais apporter. Question suivante, merci beaucoup. Bonsoir, Philippe Riboton. J'ai une question qui est un peu dirigée vers Fabrice. Martin, on se connaît depuis quelques années, sur un phénomène récent, assez récent en tout cas depuis ces 2-3 dernières années, aux confins de l'économie et de la politique, qui est l'oligarchisation de l'économie tchèque. On a couvert, moi parmi d'autres, dans les années 90, l'afflux d'investisseurs étrangers et l'internationalisation, on va dire, de la République tchèque, et cette ouverture. Depuis quelques années, je vous pose la question, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que ça influe la couverture que vous faites de l'actualité de l'économie tchèque? On voit un reflux vers une relocalisation, si j'ose dire, de l'actionnariat et de la propriété de l'économie tchèque, avec notamment ces grands groupes que je
ne citerai pas, mais qui sont les 5-6 plus grands groupes tchèques et slovaques propriétaires de l'économie tchèque, le premier opérateur de téléphone mobile aujourd'hui, les grands opérateurs de l'énergie. Et puis deuxième question associée, peut-être plus dirigée vers toi Fabrice, et vers la rédaction du Monde à Paris. Est-ce que la pipolisation de l'économie tchèque et la personnalisation de l'actualité autour du ministre des Finances, qui se trouve être une curiosité tout de même pour être le président d'un des plus grands groupes industriels centro-européens, d'être aujourd'hui propriétaire d'un groupe de médias, d'avoir des ambitions, d'après l'actualité des derniers jours, sur un des premiers grands groupes de distribution en République tchèque. Est-ce que ça intéresse ce particularisme tchèque autour donc, de l'oligarchisation et de l'autre côté autour de la spécificité du rôle du ministre des Finances, entrepreneur, propriétaire de médias? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse la rédaction du Monde? Merci Philippe. Philippe Riboton avait créé à Prague un excellent mensuel économique, la Tribune de Prague, d'abord en français et tchèque, puis après en anglais et tchèque. Donc c'était... Merci, on a travaillé un peu ensemble à une époque. Oui, le Babiš bien sûr intéresse et son rôle, sa place. D'ailleurs, c'est un peu par lui qu'on avait illustré les élections là, il y a un peu plus d'1 an, municipales, à travers un portrait, pour montrer cette apparition dans le paysage politique, après avoir s'est installé dans le paysage économique et puis des médias en achetant à l'automne 93 la Fronta, il devait nominer plus une radio, plus du web. Donc, on voit que son appétit en effet ne diminue pas parce qu'on en discute, mais ce n'est pas encore fait, mais il serait candidat à rachat de quand même un grand nombre d'hypermarchés et supermarchés de la filiale de l'anglais Tesco. Donc ça c'est un sujet en effet qui intéresse, que j'en suis, et on attend un peu l'occasion pour revenir sur sur son parcours et sur ce que ça représente en effet sur cette oligarchisation de l'économie tchèque, pour faire un papier de synthèse en effet sur le sujet. On attend l'accroche, comme on dit dans notre jargon, pour faire un papier sur le sujet en effet. Parce que c'est un phénomène qui est devenu visible récemment, puisque maintenant il pèse assez lourd. C'est quelques groupes, quelques personnes en effet à la tête de ces groupes commencent à peser très lourd dans l'économie tchèque. Et donc c'est vraiment un changement de paradigme par rapport aux années 90 où au contraire c'était les investisseurs étrangers qui étaient sur le devant de la scène, qui faisaient l'économie, qui la transformaient. Aujourd'hui maintenant ce sont des gens qui ont fait fortune plus ou moins bizarrement pendant les années 90 et début 2000 avec des privatisations arrangées. D'ailleurs par quels que soient les gouvernements, droite ou gauche, et qui aujourd'hui sont de véritables puissances et qui investissent de plus en plus le terrain médiatique. Babiš est le plus grand, mais d'autres oligarques ont aussi déjà leurs médias, ou sont sur les rangs pour en racheter, et à défaut de faire comme Babiš, d'entrer sur la scène politique, en effet, soutiennent ou accompagnent un certain nombre d'autres partis politiques. Je faisais une question liée à ça. En Slovaquie, lorsque le groupe Penta avait racheté donc le premier journal SME, les journalistes se sont levés, ils ont fondé un nouveau journal qui maintenant commence à être distribué sur papier. En République tchèque, donc, il y avait le même cas qui s'est produit avec le rachat donc, par Agrofert par M. Babiš de Mafra. Les journalistes sont partis, mais chacun un peu dans son coin.
pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que cette solution qui d'un point de vue journalistique, de l'objectivité, de la neutralité, en Slovaquie ça s'est bien passé, où on voit un peu le bout du tunnel avec Deník. En République tchèque, on voit beaucoup de nouveaux projets émerger, donc on a Reporter, on a Echo 24, on a Sabina Stankova qui fait un passage par Mladá Frontenac avant de recommencer aussi elle son journal. On a Pavel Šafr qui a été pendant longtemps rédacteur de chef à peu près de tous les grands titres tchèques, qui a fondé donc Svobodné Forum, journal en ligne qu'on avait évoqué tout à l'heure, qui aussi est très militant pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se mettre autour d'une table et fonder eux-mêmes un journal neutre, puisque tout le monde est mécontent? Déjà quand Babiš nous a achetés, ça semblait qu'on est tous restés tranquilles, tandis qu'en Slovaquie tout le monde s'élevait. Mais c'est une expérience différente parce que nous, notre propriétaire était un groupe allemand, donc on avait déjà une expérience avec une propriété privée et on savait qu'il n'influençait rien du tout. Donc on attendait ce que Babiš va changer et lui il s'est mis à dire qu'il y aurait une commission d'éthique, etc., qu'il ne va pas influencer. Et au fur et à mesure, il y avait 3 vagues de départ à la fin, de départ qui n'étaient pas forcés. Et donc des choses commençaient à émerger petit à petit, c'est pourquoi on partait l'un après l'autre. C'était pas aussi rapide. Et les Slovaques, ils voyaient peut-être aussi cette expérience qu'on a eue. Ils ont réagi différemment aussi parce que leurs journalistes investigatifs ont déjà fait le profil de leur futur de l'entrepreneur de Penta dans l'affaire de Gorilla. Donc on n'avait pas cet instrument aussi fort contre Babiš parce que lui quand même si on ne sait pas exactement où il a trouvé son argent, c'était pas aussi évident, c'était pas le cas de Penta, donc il n'était pas aussi à première vue aussi méchant comme entrepreneur. Pourquoi on ne se met pas à une table? Oui, c'est ça la réponse. On commençait à découvrir donc, ce qui se passait seulement petit à petit. Excusez-moi la petite intrusion, mais c'est à vous. Oui, moi je suis venu parce que j'ai lu que, je ne sais pas qui a fait petit topo sur la newsletter papier en tout cas du centre, mais qu'il y avait une représentation des relations avec des ennemis en France, en particulier, j'entends parler d'ennemis en France vu de l'intérieur, si je puis dire. Ça veut dire quoi? Cette notion-là, c'était pourquoi? C'était pour les Kanaks qui vont voter pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie? D'où ça vient cette présentation de la chose? Le petit topo là qui disait en République tchèque, on parle souvent de la France et ses problèmes et ses ennemis ou je sais pas quoi. Minorité. Ah mais c'est une minorité, oui. C'est pas une minorité en France. D'après les Tchèques. Ou les médias plutôt. Parce que, je réponds comme lecteur, mais après je laisse la journaliste répondre. Effectivement, en tant que lecteur des médias tchèques, et j'étais souvent après les événements du 7 janvier, j'ai reçu un coup de fil de la télé tchèque. Je ne sais toujours pas d'où ils ont eu mon numéro, mais c'est pas grave. Et c'est pas compliqué aussi. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voulez parler un peu de comment vivent les Français ordinaires, les gens normaux dans les rues, les gens autour de vous, cette expérience après justement les attentats. J'ai dit ok, je peux, mais envoyez-moi en avance les questions. Et donc je découvrais la liste des questions où il y avait, bon, est-ce que vous allez normalement au travail, est-ce que vous avez peur de sortir, etc. Puis il y avait une question qui était,
est-ce que ça va changer quelque chose dans les relations entre les Français et les musulmans? Ce qui est une question qui, moi, ça m'a surpris, parce que ça fait plusieurs années que je suis là, donc pour moi la question elle ne se pose pas comme ça. Mais je sais qu'en Tchéquie elle se pose comme ça. Donc d'où en fait c'est pas un jugement de valeur, c'est je reprends du terrain, j'avais pris du terrain effectivement ce que j'avais vu, c'est-à-dire il y a une vision tchèque globalement du fait qu'il y a une minorité, même si les Français ne le perçoivent pas complètement comme ça, ou c'est perçu différemment. Donc voilà, d'où cette mention. Mais il n'y avait pas de parti pris, à ce sujet-là. Et ça vient d'une construction des médias là-bas, comme parfois les médias nous éduquent mal, si je puis dire, ou trop synthétiquement. Voilà. La République tchèque a une grande peur de l'État islamique, vous ne le savez pas. Il y avait même 2 manifestations contre l'islam en République tchèque, soutenues par le président de la République. Parce qu'on a quelques dizaines de musulmans en République tchèque. Donc si je parle d'un extrémisme qu'on sent dans le pays, c'est ça. Il y a quelques médias qui exagèrent et qui sont soutenus par on ne sait pas qui. C'est de nouveaux médias, de nouveaux sites internet. Il suffit donc, ils ont quand même réussi à faire quelques manifestations, une sur le château, juste à côté du château. C'était aussi une manifestation qui soutenait le président du pays. Ça me fait un peu peur personnellement parce qu'il suffit à cette peur de l'État islamique à notre jour ajouter quelque chose d'autre. Bonsoir. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que moi je suis tchèque, mais je travaille comme professeur d'histoire-géographie dans un lycée de banlieue. Et il y a 2 semaines, avec mes élèves, on était en République tchèque, on faisait un échange avec le lycée de Brno. Et à cette occasion, on est passé aussi à Radio Prague, où j'ai fait un stage il y a quelques années. Et certains de nos élèves ont fait un entretien avec le journaliste de Radio Prague. Et effectivement, une des questions qui est sortie, c'était est-ce que vos correspondants vous posent des questions sur les attentats à Paris? Et donc, les Français racontaient que donc, dans la famille tchèque, ils expliquaient ce qu'était le plan Vigipirate en France et ils racontaient comment ça s'est passé à l'école, comment ils l'ont vécu. Donc, à partir de... Donc, c'est juste une expérience que je voulais partager. Et je vais revenir sur d'autres questions. Donc, en dehors de mon travail de professeur, j'ai travaillé aussi à plusieurs reprises comme pigiste pour différents journaux tchèques. Et à un moment, c'était le journal Právo, mais c'était entre 2006 et 2009. Mais après, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus assez de place pour la France, il y avait d'autres pays qui étaient prioritaires, donc ça s'est arrêté. Et donc récemment, j'ai pris contact avec les journalistes, avec la radio de Brno, la radio régionale. Et donc eux, ils seraient intéressés par un blog tenu sur les sujets de société. Donc apparemment, ce serait peut-être un nouveau sujet porteur, en dehors du sport, raconter la vie, l'éducation des enfants à la française. Apparemment, c'est un sujet qui pourrait trouver un public en République tchèque. Alors, en dehors de cela, je travaille aussi, ou j'écris de temps en temps des articles pour Regard sur l'Est. Alors, je voulais savoir si vous connaissez ce média. Donc les articles ne paraissent pas très souvent parce qu'on est tous bénévoles, donc c'est un peu en fonction de notre disponibilité. Donc il y a Regard sur l'Est et il y a aussi Page Europe qui est le successeur du Courrier de l'Est, donc une revue de la documentation française. Et donc Page Europe qui publie de temps en temps quelques articles. Donc en septembre dernier, j'ai réussi à faire passer un article sur les pananarchies tchèques, un phénomène de société. Et donc ma question était la suivante, comment est-ce que vous voyez le rôle des revues comme Grande Europe, Regard sur l'Est, ou éventuellement Radio Prague dans le paysage médiatique, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer justement à informer le public français de ce qui se passe en République tchèque?
de cette mosaïque, il contribue à construire ces images, et c'est bien que justement ces publications plus spécialisées ou qui offrent des formats longs, explicatifs, d'enquête, presque scientifiques, même sur certains articles vraiment scientifiques dans le sens sociologique, sont un apport non négligeable. Même pour nous, c'est une source pour cultiver nos connaissances, prendre du recul, nourrir aussi notre réflexion, ou des sujets, comment les parfois expliquer, ou voire citer, même quand ça peut se présenter, quand on revient sur des phénomènes. Alors pour le moment, les Panelakis et les banlieues tchèques, c'est pas vraiment un sujet. Tant mieux pour vous. Mais qui sait. Donc mais oui, mais non, Radio Prague a un rôle très important, tout particulièrement pour toute la communauté française à Prague, qui est abonnée, parce que c'est un moyen de suivre l'actualité, de comprendre grosso modo ce qui se passe autour, mais ça dépasse bien sûr largement aussi les frontières, et ça il participe à construire cette image de la République tchèque à l'étranger. Ils ont la chance de pouvoir bénéficier d'un espace quotidien pour refléter ce qui s'y passe, et ils le font d'ailleurs de façon très professionnelle, avec une largeur de vue et une diversité des moyens, que ce soit par reportage, entretien, explication, analyse, etc., sur des sujets très divers, donc c'est une très bonne source. D'autres questions? Excuse-moi, on va essayer de donner la parole à quelqu'un d'autre éventuellement si... J'ai juste une remarque. Bonjour, j'ai juste une remarque. Que vous avez parlé de l'image de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque avant. Avant, et dans le passé, dans le présent, mais dans le passé, j'aimerais bien voulu rappeler Milan Kundera, qui a joué un énorme rôle pour l'image de la Tchécoslovaquie, qui a su attirer l'attention, vous le savez bien, des Français, des intellectuels français même, au-delà, sur notre pays, sur les problèmes. C'est une personne très très importante qui a joué un rôle extraordinaire, je pense. Êtes-vous d'accord? Je pense que oui. Évidemment, il a joué un rôle immense pour populariser la Tchécoslovaquie, surtout entre 1975 et 1989. Au-delà, bien sûr, son rôle est plus effacé, même si on se penche, on trouverait sur les 20 dernières années encore nombre d'articles sur Kundera en relation avec la Tchécoslovaquie, pas seulement sur sa production littéraire. Donc en effet, il a eu un rôle. Et aujourd'hui, justement, je réfléchissais tout à l'heure encore sur les années 80, la couverture dans le monde des années 80 en Tchécoslovaquie est grosso modo en volume à peu près équivalent à ce qu'on fait aujourd'hui à l'année. Je veux dire que heureusement qu'il y avait des procès dissidents pour en parler, en plus de Milan Kundera. Merci. Peut-être encore deux questions? Non, personne, tout est clair? Vous êtes sûr? Un gros silence devant moi. Oui, allez-y, D'une manière plus générale, pour dépasser la France et la Tchéquie, parce que je m'intéresse pas mal à la francophonie et je découvre plein de choses. Et je voudrais savoir comment est perçue la nouvelle notion de la francophonie en France et en République tchèque, et si on sent cette montée en puissance de la francophonie ou pas. La République tchèque est un des pays membres de la francophonie, elle a un statut
intermédiaire, mais elle est membre, donc elle participe au travail de la francophonie. Alors, la francophonie, avec un petit f, en Tchéquie, se porte relativement bien, mais bien sûr bien loin de l'anglais, mais mène une vaillante bataille avec l'allemand. Donc, montre bien que l'intérêt pour la France, pour la langue, pour la culture française, a toujours une place assez forte dans la culture tchèque. Je ne voudrais pas rappeler et remonter jusque dans le passé ou en l'entre-deux-guerres, où c'était à la place du russe, c'était presque la deuxième langue obligatoire. Donc, le russe ayant été obligatoire entre 45, 48 et 89. Donc, énormément de gens ont appris entre deux guerres le français. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus autant de monde, mais il y a toujours une très forte demande. Et sinon, je voulais, dans ce cadre, signaler que la France et les Français bénéficient auprès des Tchèques toujours d'une excellente image. C'est parmi les nations, dans un des sondages effectués tous les ans par l'Institut sociologique tchèque, sur les nations préférées. C'est un genre de sondage un peu original, mais qui montre que les Français sont toujours devant, première ou deuxième position dans les préférences des Tchèques. Donc l'image est très positive de la France, même si la presse véhicule énormément de préjugés et autres caricatures, mais ça n'a pas l'air d'avoir un grand prix sur le tchèque moyen, qui conserve une bonne image. La culture française y participe, le tourisme, les atouts, la cuisine, mais voilà. Pour le jour de francophonie, pour moi, c'était toujours très difficile de faire un article. Donc, je faisais presque jamais parce que c'est juste la forme. Ça n'a pas le contenu. Les Tchèques, ils préfèrent pas la pratique et pas la théorie. Mais donc, il était difficile d'écrire sur le jour de francophonie. Mais je vous donne un exemple de comment elle a vécu. Il y a un an, il y avait malheureusement un incident de bus des écoliers français, proche de Plzeň. Et tout d'un coup, tous les francophones de la région se sont précipités, ont appelé à l'ambassade, ont appelé à l'école, sont allés à l'hôpital pour faire les traductions. Tous les profs et tous les gens qui parlent français. Donc, nous, on n'aime pas tellement la manifestation de cette forme, de ce genre de cette forme, mais à la fin, même monsieur l'ambassadeur, il était très surpris et il est allé les remercier personnellement aussi. Une dernière question? Moi j'en ai une, mais... Oui. Merci beaucoup. Donc j'ai une question liée un peu à cette question de l'image, de la représentation, peut-être de la francophonie, c'est que c'est une question sur la place des deux capitales, donc Paris et Prague, pour beaucoup de Tchèques. Ce qui représente, c'est Paris, pour beaucoup de Français, potentiellement pour beaucoup d'étrangers. C'est Prague qui représente en quelque sorte donc, la République tchèque. Mais dans le domaine, par exemple, de l'enseignement du français langue étrangère, langue seconde, on parle de plus en plus d'autres régions, villes, ou même d'autres pays que Paris. Donc il n'y a pas que Paris, il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres éléments en France. C'est la même chose pour la République tchèque, je suppose. Est-ce que à ce niveau-là, donc il y a des évolutions, peut-être dans les médias, on parle peut-être de plus en plus d'autres régions que la capitale?
j'ai fait des reportages en province, donc on a essayé de parler de spécificités souvent liées aux situations économiques ou sociales un peu particulières, ou au moment des élections par exemple, donc pour essayer de présenter autre chose que Prague et voir que tout le monde ne vit pas comme à Prague, ou aussi bien qu'à Prague. Donc oui, ça se fait, on essaye de présenter d'autres régions, même dans des papiers touristiques, ça se fait bien sûr assez facilement. On arrive à sortir de Prague, et même sur le papier éco-politique, c'est intéressant, oui. Après, il faut que c'est une véritable accroche, un enjeu, etc., pour convaincre nos chefs de passer, oui. Oh oui, d'autres régions sont très présentes aussi. Au début, après l'ouverture des frontières, c'était surtout Paris, bien sûr, le château de la Loire. Maintenant, c'est les Alpes. Les gens vont régulièrement faire des skis aux Alpes, dans les Alpes. Pas tellement la Côte d'Azur parce qu'elle est trop petite. On est habitué à la mer croate, plus large. Et des gens vont aussi souvent en Bretagne parce que c'est pittoresque, c'est beau. C'est tout. Si je veux parler des plus fréquentés, des lieux qui sont vraiment très connus. Merci beaucoup. Encore quelqu'un, une question? Bon, je poserai la mienne avant de conclure. On est une association donc des jeunes professionnels et des étudiants. Est-ce que vous conseillerez à un étudiant français qui étudie le tchèque aujourd'hui, un étudiant tchèque qui étudie le français, de devenir journaliste et espérer de devenir correspondant à l'étranger dans l'autre pays? Oui. Dans l'avenir, j'espère qu'il y en aura encore besoin de journalistes et de correspondants à l'étranger pour référer de ce qui s'y passe, de présenter, de donner envie d'y aller, de découvrir et d'apprendre la langue, et de s'intéresser à ses cultures, etc. Donc, oui, moi je dois dire que moi, je me suis toujours un peu globalement intéressé depuis tout jeune au monde derrière le rideau, ça m'intéressait, j'étais curieux. Mais par exemple, le goût pour la Tchécoslovaquie m'est venu de ma collègue Sylvie Kaufmann, qui couvrait à l'époque, dans les années 80, la Tchécoslovaquie, et je dévorais ses papiers. Donc, et c'est un peu, en partie, elle a contribué à m'orienter vers la Tchécoslovaquie. Quand j'ai voulu me spécialiser, et où j'ai décidé de vivre ensuite. Donc, voilà. Donc en effet, si un journaliste, moi, quelque part, a contribué à me convaincre ou à m'intéresser au pays qui m'intéressait, qui le suivait, j'espère que je donnerai le goût, et que je peut-être déjà donné le goût, mais qu'on ne me l'a pas dit, et que recommander, oui, mais en sachant que de toute façon le métier de journaliste ne sera jamais un métier très facile, peut-être de moins en moins, et qu'il faut être vraiment polyvalent, mais il y a encore plein de choses à faire, à découvrir, et peut-être à force d'y vivre, au bout de 25 ans, on a peut-être un peu usé le regard, donc il y aura besoin peut-être d'un regard neuf, nouveau, pour découvrir et pouvoir le partager avec nos lecteurs. Je lui donnerais un conseil d'étudier un vrai métier, comme la biologie ou la physique qui ont du futur. S'il est capable, il peut y écrire des articles. Quand il voyage, il peut s'enrichir en voyageant pour lui-même, mais comme la carrière, c'est pas la meilleure. Bon, sur ça, merci beaucoup à tous d'être venus, merci beaucoup à nos invités. Puis
bonne soirée et à très bientôt.